Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous. À la une de cette édition, e-casier judiciaire, une innovation en cours au Bénin. Elle vous donne la possibilité d'obtenir votre casier judiciaire en 72 heures depuis votre lieu de résidence. Certains bénéficiaires de cette innovation s'en réjouissent. Rebecca Kinjaoudé nous édifiera. Quel est le niveau d'avancement de la mise en œuvre du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable dans le plateau d'Abomey? Le ministre des Mines et de l'Eau s'en imprègne. Vous suivrez Samo Seydou Adambi dans sa tournée de supervision. Et puis les artisans du Bénin se renforcent davantage sur la maintenance et l'installation des systèmes voltaïques. Ils sont plus de 300 électriciens installateurs des systèmes voltaïques conviés à cette formation. Firmin Bassao nous en parle. Bienvenue si vous nous rejoignez, excusez ce mélange au démarrage de cette édition. Dans les titres, on part pour l'Assemblée nationale, ouverture des travaux de la deuxième session ordinaire du Parlement au titre de l'année 2020, au regard des crises politiques sur le continent et dans la perspective de la présidentielle de 2021 au Bénin, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, vient de lancer un appel à la paix. Nous vous proposons un extrait du discours qu'il a prononcé ce matin à ce sujet. Nous sommes tous témoins des tumultes électoraux qui encourent actuellement dans les pays de la sous-région. C'est fort de cela que j'en appelle à la vigilance, à l'écoute et à la tolérance de la classe politique béninoise tout entière. Au Bénin, le contexte n'est pas le même. Nous n'avons pas dans notre pays un problème de troisième mandat, une révision opportuniste de la Constitution qui du reste est allée très loin dans cette disposition pour prévenir de telles déviances en proclamant haut et fort qu'en aucun cas, nul de sa vie ne peut exercer plus de 2 mandats de président de la République. C'est pourquoi je voudrais saisir cette occasion pour lancer un appel à la paix, à la concorde et à l'unité nationale. Nous devons tous être plus déterminés à œuvrer pour l'enracinement de la paix, étant donné que les défis auxquels le monde est aujourd'hui confronté demandent en particulier de la part des États faibles comme les nôtres une stabilité politique fondée sur la démocratie. Et on reste dans le département de l'Ouémé. Ils peuvent désormais se prévaloir du titre de membre de parti Union progressiste grâce à leur carte. Eux, ce sont les militants UP du département de l'Ouémé. La cérémonie consacrant le lancement officiel de la distribution de cartes de membres aux 14 sections de ce département a eu lieu à Porto Novo, Brice Hongo et Firmin Bassao. Le précieux sésame fait désormais d'eux des membres à part entière du parti Union progressiste et qui leur permettent ainsi de prendre part aux élections au niveau de toutes les instances du parti. C'est tout le sens à donner à cette cérémonie de lancement officiel de la remise des cartes de membres aux militants venus des 14 sections de l'Ouémé. Cette carte avec les listes d'émargement, la liste des militants seront aujourd'hui
remise aux coordonnateurs des comités communaux ici présents et ils vont suivre le protocole qui est joint pour que véritablement les distributions se passent sans heurts. Mais vous devez vous assurer de ce que les agents techniques sont choisis pour vous accompagner parce qu'au fur et à mesure que vous faites la distribution des cartes, vous pouvez en même temps recevoir les adhésions en ligne. Cela veut dire que vous aurez la liste des points focaux, les premiers comme les nouveaux. Et c'est de ces points focaux-là que vous allez tirer deux qui possèdent des androïdes pour accompagner la distribution. Donc celui qui vient et qui pense qu'il est sur la liste et qu'il a déjà fait l'opération, lorsque vous constatez qu'il n'est pas sur la liste, vous l'inscrivez en même temps et vous faites toutes les formalités qu'il faut et on retient que prochainement, on va lui envoyer sa carte. La cérémonie de ce jour, pleine de symbolisme et de solennité, est loin d'être une simple formalité. En dehors du fait qu'elle vient sécuriser le processus de mobilisation, elle permet de renforcer la confiance entre le parti et ses militants. Dans une poche à gauche, on a la carte du BR. Dans une poche à droite, on a la carte de l'UP. Dans la poche de derrière, on a la carte de l'UDBN. Et devant, on a la carte de FCBE. Je pense que nous avons fini avec cela. Et la réforme du système partisan ne permet plus ce genre de choses. Que les cartes distribuées à chacun d'entre nous soient des cartes qui révèlent effectivement notre identité, qui révèlent notre conscience aiguë de patriotisme, qui révèlent notre choix politique en ce qui concerne les grandes orientations. L'Union progressiste, ce parti de masse qui entend rayonner partout sur l'ensemble du territoire, reste toujours fidèle à son credo, maintenir le cap pour une large victoire en 2021. Fin de l'opération de distribution des cartes aux membres le 31 octobre prochain. Autre actualité ce soir, la présidente de l'Alliance, Fouka Fouka, a réuni ses militants de Glodjigbe. L'objectif est de les remercier pour leur soutien lors des dernières communales. Le reportage de Christelle Tongodo et Patrick Niemabo. Jeanne Asokli, sortie victorieuse des élections communales de mai 2020, dit sa gratitude à ses militants qui lui ont permis d'accéder à son nouveau poste de responsabilité. Élue conseillère communale sur la liste Union progressiste et présidente de la commission des affaires sociales et culturelles de la mairie d'Abomey-Calavi, Jeanne Asokli veut davantage compter sur ses militants à la base, constitués majoritairement de femmes. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu. Vous m'avez soutenu massivement. Personnellement, je n'ai aucune force. C'est Dieu qui m'accompagne. Ils étaient contre les candidatures féminines, mais le chef de l'État a encouragé les femmes. Aujourd'hui, c'est un grand jour et nous devons, dans un esprit d'unité, prier pour le chef de l'État. À Glodjigbe, les sages, les jeunes ou les femmes ne tarissent pas de loge à l'endroit de celle qui se fait encore appeler Fouka Fouka. Aujourd'hui, nous vous présentons charmante Amazone des temps modernes Asokli Jeanne, nos vives félicitations. Nous vous encourageons pour cette noble mission que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous a confiée et nous prions pour vous pour que vous ayez la santé nécessaire pour l'accomplir. Nous, jeunes, la soutenons et la rendons un vibrant hommage pour ses nobles actions dans l'arrondissement de Glodjigbe. La militante de l'Union progressiste voit en son élection la détermination du chef de l'État à accompagner les femmes et à leur permettre d'accéder aux plus hautes fonctions. Et on marque un arrêt à la mairie d'Abomey-Calavi. Le maire Angelo Awadjino souhaiterait une gestion inclusive et participative de sa commune dans le cadre de l'élaboration du prochain plan de développement communal. Il a initié une assise communale pour toutes les populations d'Abomey-Calavi à travers les acteurs de développement. Une séance préparatoire s'est déjà tenue
pour lancer le processus de l'élaboration et de l'organisation des États généraux. Marcel Arrossi nous en dit plus. Le peuple est invité à la table à Abomey-Calavi. Bientôt, ce sont les États généraux initiés par Angelo Arwandjinou et son conseil. Mais avant d'y arriver, voici les images des premières consultations. La question foncière dont la maîtrise tient à cœur à tous les acteurs du développement de la commune d'Abomey-Calavi que nous sommes, la question de mobilisation des ressources en vue de faire efficacement face aux nouveaux défis de la cité dortoir qui est devenue Abomey-Calavi, sans occulter celles liées à la valorisation culturelle, artistique et touristique, sont autant de thématiques qui retiendront notre attention dans le cours du processus. Enfin, vu que la commune d'Abomey-Calavi concentre en son sein la plupart des projets phares du programme d'action du gouvernement de son Excellence, M. Patrice Guillaume Athanas Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, il s'impose à nous de repenser Abomey-Calavi pour lui permettre de répondre à sa prochaine vocation de ville moderne. Les conclusions des États généraux, dont l'organisation est prévue pour début décembre 2020, feront objet d'un document stratégique, base des orientations et des objectifs du plan de développement communal 4e génération. Pour impliquer les citoyens dans la gestion Et on passe maintenant à cette innovation, la dématérialisation de toute l'administration béninoise. Tel est le vœu cher au gouvernement de la rupture. Pour y arriver, des projets ont vu le jour, des structures dédiées au numérique ont été créées et désormais en 72 heures, vous avez la possibilité d'avoir votre casier judiciaire et ceci depuis votre lieu de résidence. Cette innovation est en cours depuis quelques mois déjà et des Béninois, vous allez le voir dans le reportage qui va suivre, en témoigne. E-casier judiciaire, c'est un sujet signé Rebecca Kenjaoudé et Françoise Insou. Un lien, service-public.bj. Un ordinateur ou un smartphone et vous accédez à plus de 500 services publics, dont le e-casier judiciaire. Une des pièces importantes, souvent exigées pour la constitution de dossiers administratifs, parfois difficiles à obtenir autrefois. Le reproche qui est constamment fait au service public de la justice est celui de la lenteur. Aujourd'hui, et avec la possibilité d'une délivrance en ligne du casier judiciaire, la question de la lenteur paraît réglée. Deuxième objectif prioritaire que nous réglons, c'est celui du rapprochement de la justice du justiciable. Il n'est plus nécessaire de parcourir des centaines de kilomètres pour se faire délivrer un casier judiciaire ou un bulletin du casier judiciaire. De chez soi et d'un clic, la question est réglée. En un clic, la question est réglée. Lucrèce l'a expérimentée et en témoigne. Elle était bien présentée, franchement elle était très bien présentée, les informations étaient claires parce que sur la première page, enfin la page d'accueil, on nous demande des informations générales, c'est-à-dire nom, prénom, situation matrimoniale, des trucs du genre. Et il y a une seconde page qui nous permet de confirmer ces informations. Et sur la troisième page, maintenant on nous demande un numéro de téléphone où il nous envoie un message pour nous permettre de payer le casier judiciaire. Je trouve que c'est franchement une avancée parce que le problème du casier judiciaire a toujours été la procédure longue. Il fallait aller au tribunal, ça prenait franchement du temps. Et pour les gens qui n'ont vraiment pas le temps et qui sont pressés, je pense que c'est une très bonne initiative parce que de chez toi, tu peux facilement le faire avec ton téléphone. On t'envoie ton casier judiciaire dans ton mail et c'est bon.
Tout comme celle de l'UCRES, des milliers de demandes ont été enregistrées depuis le lancement de la plateforme en juillet dernier. Grâce à la mise en place de cette plateforme, la demande et la délivrance du casier judiciaire ne souffrent plus de lenteur. Une avancée importante du programme de dématérialisation de l'administration dans le secteur de la justice et qui pourra épargner aux citoyens le déplacement vers le tribunal du territoire où ils sont nés chaque fois que nécessité fait loi. Ça nous fait un gain de temps et un gain de coût aussi. Parce que moi, par exemple, je suis Baguili, je suis né à Savet, d'accord ? Je suis né à Savet dans les collines. Donc, si je dois prendre mon casier judiciaire, je suis obligé de me déplacer, aller à Bomé d'abord et aller faire la demande. Et si possible, me retourner et repartir pour les retirer. Vous voyez un peu le temps que ça me fait et le coût du transport aussi. Alors qu'avec cette procédure en ligne, je peux facilement me rendre sur les sites en 15 minutes. Bon, 15 minutes, c'est même trop. En 5 minutes au plus, j'ai déjà rempli les informations et j'attends le retour simplement. Je suis déjà allé sur la plateforme il y a cela 2 semaines pour demander mon casier judiciaire. Je suis avec la connexion, avec mon Wi-Fi. Je suis allé sur la plateforme et les renseignements qu'on m'a demandé, je les ai fournis. Et puis, en 3 jours, je vous assure, le casier judiciaire est prêt. On me l'a fourni, j'ai téléchargé ma chose sans aller au tribunal. 24 heures ou 72 heures au plus tard et vous avez déjà une notification de réception de votre casier judiciaire dans votre boîte mail. Quel que soit le prix à payer pour son obtention, Lucrèce, Timar et Bienvenue trouvent que cela vaut le coup. Il y a 2 choix à faire. Soit vous voulez faire les procédures longues et aller dans les rangs, soit parce qu'il faut le dire, la technologie, les avancées informatiques ont quand même un coût. On ne peut pas se permettre de dire voilà, c'est cher et tout. Moi, je trouve que pour moi qui n'a pas le temps, c'est franchement très bien pour moi parce que je paye 1900 et j'ai mon truc en quelques temps. C'est mieux pour moi que d'aller faire une queue, de faire tous les services administratifs. Je la recommande fortement d'ailleurs, fortement parce que aujourd'hui, vous voyez, tout le monde a besoin du casier judiciaire. C'est-à-dire pour les dossiers surtout, les dossiers que l'État demande très souvent pour postuler à certains concours et tout, on demande le casier judiciaire. Et vous voyez, beaucoup de personnes sont très loin de leur lieu de naissance. Et juste pour ça, ils sont obligés de se déplacer, aller ailleurs et aller faire ça. Donc cette procédure en ligne, ça facilite la tâche à tout le monde et ça permet à tous les Béninois d'être quand même à l'aise pour obtenir le papier. C'est une très bonne chose. Ça me permet d'économiser en temps, vous voyez. Je n'ai pas fait les rangs au niveau du tribunal. De par le passé, il faut faire le rang, il faut faire des navettes, n'est-ce pas? On dit le signataire n'est pas là, les thèmes sont terminés, tout ça. Dématérialiser l'administration publique en offrant aux usagers des services de qualité, en leur réduisant les coûts. Telle est la vision du gouvernement de la rupture. Une vision dont il s'est donné les moyens depuis plusieurs années déjà. La finalité de tout ceci est de faciliter l'accès aux services publics à chaque citoyen béninois, quelle que soit sa zone de résidence. On parle statistique maintenant. Elle intervient dans tous les domaines, mais son importance demeure fragilisée. La statistique, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est un outil méthodologique pour évaluer les politiques et pour atteindre les objectifs de développement durable. Aujourd'hui, à l'occasion de la journée mondiale qui lui est dédiée, la rédaction vous propose, à travers ce reportage, les valeurs de ce domaine. Rebecca Kejanvde, Igor Ayoso. Des chiffres, des schémas et des données. La statistique est à la fois une science, une méthode et un ensemble de techniques. La statistique apparaît comme une science autonome, mais orientée vers d'autres données comme la physique, l'air, vers la matière et la biologie, vers la vie. Cependant, comme elle s'appuie sur la théorie des probabilités, étant elle-même une science de l'aléatoire, elle apparaît souvent
en particulier d'un point de vue universitaire, comme une branche des mathématiques appliquées. En clair, un statisticien collecte, classe et interprète des données numériques. C'est un mathématicien expert en probabilité. Il traite et analyse des données qu'il traduit en tableau, en graphique ou en courbe. Tous les domaines d'activité peuvent faire l'objet des travaux du statisticien. Vous prenez l'économie, n'en parlons pas, la statistique est là en plein. Vous prenez l'agriculture, vous avez la statistique. Vous prenez la santé, vous avez la statistique. Vous prenez l'informatique, vous avez la statistique, l'aéronautique, vous avez la statistique. Donc, la statistique s'utilise dans tout, puisqu'on parle de synthèse de données. Les statistiques sont désormais abondantes aux échelles nationales, régionales et mondiales. Elles servent couramment à informer les débats publics, la formulation des politiques et la prise de décision commerciale. Compte tenu donc de son importance dans l'atteinte des objectifs de développement durable, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté le 3 juin 2010 la résolution 64-267 qui désigne officiellement le 20 octobre comme la journée mondiale de la statistique. Elle est célébrée tous les 5 ans à cette date. Ça nous permet de mieux réfléchir, de mieux discuter d'un certain nombre d'aspects qui touchent au métier et de discuter aussi des perspectives afin de mieux dynamiser le métier et de corriger un certain nombre de choses relatives au métier. Connecter le monde avec des données dans lesquelles nous pouvons avoir confiance. C'est le thème retenu pour cette 3e célébration de la Journée mondiale de la statistique. Un thème qui interpelle les acteurs et pour cause. L'essentiel, ce n'est pas de donner les informations. Il faut que les informations soient fiables, vérifiables, d'accord, acceptées de tous. Si un statisticien ne se met pas à jour aujourd'hui, d'accord, il va récupérer n'importe quelle donnée, n'importe où. Il va en faire des analyses rejetées par ses pairs. Il va en faire des analyses et induire les acteurs qui doivent prendre la décision sur la base donc, de ces données. Il va induire ces acteurs-là en erreur. La statistique semble être devenue un outil méthodologique incontournable pour évaluer les politiques. Pour les statisticiens, la population devrait mieux collaborer lors de la collecte des informations. Et on parle orientation des nouveaux bacheliers après le baccalauréat. Le nouveau bachelier peut désormais choisir sa filière et s'inscrire à l'université via Internet. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a procédé au lancement de cette plateforme. Les détails avec Précieuse Akwayon. Après mon bac.bj, c'est le nouveau portail digital dédié à l'inscription des nouveaux bacheliers dans les universités publiques. On ne vient pas à l'université n'importe comment. Il faut s'inscrire. Avant de s'inscrire, il faut déjà faire son choix. Cette plateforme que nous saluons, qui est la plateforme Après mon bac, est venue à point nommé. Sa venue n'a pas été chose facile, puisqu'il faut se préparer. Il faut mettre toutes les options qui aideront nos bacheliers à se retrouver très rapidement sans devoir se bousculer ou se regrouper dans des milieux où la pandémie pourrait vraiment se propager. Après mon bac.bj oriente sur le choix des différentes filières. La plateforme fournit également des informations sur les statistiques y relatives. Par exemple, on donne un cas de l'année dernière où pour une entité l'ENAM, où on avait besoin à peu près de 200, ils étaient déjà 12 000. S'ils avaient des revenus, jamais ils n'iraient s'agglutiner à ce niveau. Cette plateforme vient corriger donc cette situation et rendre ce moment transparent pour nos candidats. Pour accéder à la plateforme après mon bac.bj, la connexion Internet est indispensable. Le gouvernement a mis en place des points numériques communautaires
où les bacheliers peuvent avoir des ordinateurs à disposition, de la connectivité Internet également, pour pouvoir faire leur choix de filière. Donc nous en avons aujourd'hui 40 sur toute l'étendue du territoire pour que les étudiants, quel que soit l'endroit où ils se trouvent quasiment, puissent accéder à ces points numériques communautaires, dotés, comme je le dis, de la connexion Internet des ordinateurs pour faire leur choix de filière. Sur la plateforme, il y a un support en ligne qui permet en fait de pouvoir recueillir ces questionnements et d'y répondre. Lorsque l'étudiant se connecte, après les étapes d'authentification qui ont été expliquées tout à l'heure, requiert que l'étudiant, enfin le bachelier, introduise une adresse email. C'est important que cette adresse email soit fonctionnelle, que ce soit leur adresse email et qu'ils puissent consulter cette adresse fréquemment pour ne pas rater des messages importants. Après monbac.bj est déjà opérationnel, les nouveaux étudiants sont libres de modifier ou de confirmer leur choix jusqu'au 23 octobre 2020. Et ce renforcement de capacité des artisans, formation des artisans sur la maintenance et l'installation des systèmes voltaïques, c'est une initiative du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi à travers sa direction de l'artisanat. À l'échelle nationale, ils sont plus de 300 artisans, électriciens, installateurs de systèmes voltaïques à avoir bénéficié de cette formation itinérante. Brice Songbo et Firme Bassao nous édifient sur l'étape de Kétou. Se donner de l'électricité dans son ménage sans être abonné à la SBEE est désormais chose possible au Bénin grâce au système voltaïque. Mais leur installation et leur maintenance restent problématiques pour beaucoup de techniciens en la matière. Cette formation vise à donner un service de meilleure qualité afin que les populations volonté gouvernementale d'accompagner, de former et de professionnaliser les artisans tels que mentionné. 4 s'est traduite par des réformes de structuration et de modernisation du secteur de l'artisanat actuellement en cours. Que vous soyez donc des métiers relevant de la transformation agroalimentaire, du textile, de l'habillement, de la construction métallique, de la soudure, etc., la disponibilité de l'énergie sous toutes ses formes dans vos petites unités de transformation artisanale relève d'une priorité de base. Aujourd'hui, on ne peut plus occulter la question des énergies renouvelables chez nous. Cet atelier de formation va essentiellement aborder la question même de la problématique de l'environnement, les changements climatiques et leurs liens avec la nécessité de penser à d'autres sources. Cette formation qui vient redonner espoir aux populations de Kétou. Le besoin est là. C'est à croire que nous avons aux autorités au plus haut niveau pour dire voler au secours de notre département. Nous avons plusieurs installations dans des centres de santé, que ce soit à Efeoute, que ce soit au niveau des installations qui souffrent de maintenance et qui ne fonctionnent plus parce que nous ne trouvons pas des maintenanciers à portée de main. Kétou est la dernière étape de la formation itinérante qui a conduit les responsables de la direction de l'artisanat dans les communes de Natitengu, Parakou, Boycon et Lokossa. Un nouveau conseil d'administration à l'Agence nationale de la propriété industrielle. Ils sont 7. C'est à donner un nouveau souffle à la structure. Herman Rodrigue-Amégan et Igor Ayosso étaient à leur cérémonie d'installation. Regardez. L'ANAPI désormais, c'est eux, le G7.
Cette personnalité triée sur le volet, nommée par décret. Sont nommés membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de la propriété industrielle les personnes dont les noms suivent. Madame Claude Borna, représentant la présidence de la République. Madame Sedami Armel Kanhonou, représentante du ministère de l'Industrie et du Commerce. Madame Olga Nelly Agbo, représentante du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi. Monsieur Pierre Dossouyovo, représentant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Monsieur Eugène Abalo, représentant du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Monsieur Abdoulaye Toko, représentant du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Et monsieur Geoffroy Bonou, représentant du ministère du Numérique et de la Digitalisation. Représentant diverses structures de la République, ils vont mettre ensemble leur savoir-faire autour d'une réussite commune, dès cet instant même où ils sont investis de leur nouvelle mission. Vous êtes membre du conseil d'administration pendant les 3 prochaines années. Vous aurez à délibérer sur des questions touchant à la propriété industrielle. En vous installant ce jour 15 octobre 2020, je voudrais vous exhorter à œuvrer au bon fonctionnement de l'ANAPI et à son rayonnement. Je puis vous assurer de notre engagement à travailler à ce que l'ANAPI joue pleinement le rôle pour lequel elle a été instituée, en particulier celui d'appui technique au développement industriel et économique et de gestion de la propriété industrielle au plan national. L'Agence nationale de la propriété industrielle, bras opérationnel de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, s'assure de garantir la sécurité autour des créations pour barrer la route à la contrefaçon. Mise en place depuis 1984, le CENAPI, devenu ANAPI, c'est 36 ans de combat en faveur des créateurs et inventeurs béninois. Et le nouveau conseil d'administration veut également laisser ses marques dans l'histoire. Et l'école béninoise qui s'adapte aux handicapés et cette manuel de formation aux pratiques éducatives et pédagogiques en inclusion scolaire, c'est un guide pédagogique qui vient de paraître. L'organisation Handicap International l'a lancé la semaine écoulée en collaboration avec le gouvernement du Bénin, Stanislas Limpon et Daniel Ada. Un document d'accompagnement des enseignants et facilitateurs et même du corps d'inspection pédagogique. Constitué de 111 pages et subdivisé en 6 séquences, il donne des orientations relatives à la démarche méthodologique à suivre par les enseignants et autres acteurs du système éducatif. Nous nous jetions à l'eau pour mettre en œuvre cette forme d'éducation. Mais aujourd'hui que ce manuel est arrivé, c'est un soulagement pour nous autres enseignants impliqués dans l'éducation inclusive. Ce guide pédagogique est préfacé par le ministre des Enseignements maternels et primaires. Preuve de l'engagement du gouvernement béninois à faire de l'inclusion scolaire une réalité grâce au soutien technique et financier de son partenaire Handicap International. Le Bénin a adopté en 2017 une loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées, s'engageant ainsi à œuvrer pour qu'il soit progressivement possible à l'enfant handicapé d'aller à l'école de son village ou de son quartier avec ses camarades non handicapés. La conception de ce manuel de formation aux pratiques éducatives et pédagogiques est l'aboutissement d'un processus enclenché depuis 2016. Les défenseurs des droits des personnes en situation de handicap tiennent à son intégration effective dans le système éducatif afin de garantir la bonne tenue d'une classe ordinaire composée d'apprenants handicapés et non handicapés. Tous les partenaires techniques et financiers ici présents vous remercient en vous demandant de bien vouloir faire encore un pas en intégrant ce manuel au niveau des curricula de formation, au niveau des ENI, afin que tous les enseignants soient formés à cette approche. Pour les autorités présentes à cette cérémonie, la prise en compte des enfants handicapés dans les politiques nationales de l'éducation demeure un défi de premier ordre. Dans ce sens, le ministère s'est engagé depuis 2015 pour renforcer
des actions allant dans le sens de l'inclusion des enfants handicapés dans le système éducatif béninois. Pour ce faire, il a inscrit l'éducation inclusive au titre des axes primordiaux du plan sectoriel de l'éducation post-2015. Toujours dans le souci de conduire tout le système éducatif vers l'inclusion scolaire, l'ONG Handicap International a déjà obtenu l'adhésion de plus de 30 écoles primaires à sa vision. L'organisation leur offre ici des matériels pédagogiques dont le coût global s'évalue à plus de 6 millions de francs CFA. Promotion du Made in Bénin. En début de week-end dernier, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a invité les responsables en charge des commandes dans les structures étatiques à un petit déjeuner mettant en valeur les richesses culinaires du Bénin. La CCIB entend contribuer ainsi à la promotion du Made in Bénin. Lénaïka Guazaou et Simon Villon pour les détails. Un petit déjeuner aux couleurs typiquement béninoises à l'occasion du mois du consommant local. Y sont conviés les PRMP, personnes responsables des marchés publics, et les responsables des services achats au niveau de l'administration publique. L'initiative est de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin qui veut ainsi les inciter à promouvoir les mets locaux quand ils effectuent des commandes pour les ateliers et séminaires. Nous avons besoin de valoriser nos produits locaux. Nous avons besoin de revenir vers la source. Nous avons plusieurs produits, nous avons des variétés chez nous que d'autres recherchent, mais que nous avons et que nous négligeons. Au-delà de la célébration du mois du consommant local et de la gastronomie béninoise ici célébrée, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB, s'inscrit désormais dans une dynamique de valorisation du Made in Bénin. Le Bénin a des richesses qu'on doit valoriser. Nous devons cesser de consommer les produits des autres, les produits qui viennent des pays développés, que nous aussi nous puissions retrouver dans les réunions en Europe, en Asie, en Amérique, des produits typiquement béninois et que nous puissions encourager les PMI, les PME qui travaillent dans ce sens à produire massivement parce que nous avons pris l'engagement de consommer local. La CCIB et ses hôtes du jour entendent faire chemin ensemble pour véritablement donner un coup de pouce au savoir-faire des entreprises locales. Rendons-nous dans le zoo. Le ministre de l'Eau et des Mines a effectué une tournée dans le département du Zou. Il a parcouru les 6 communes du plateau d'Abomey pour constater le niveau d'avancement de la mise en œuvre du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable dans le plateau d'Abomey. Cyprien Lokoso et Kadnel Kapo. À la date du 31 mars 2021, les 6 communes du plateau d'Abomey doivent déjà disposer des infrastructures de la SONEB qui permettront aux populations d'avoir l'eau potable dans leur maison. Les travaux se déroulent plus ou moins bien pour le compte de cette deuxième phase du projet. La première phase a consisté à mobiliser la ressource, à construire donc la station de traitement à Boïcon, à construire les châteaux qu'il faut pour pouvoir faire le refoulement dans les communes qui entourent donc Abomey et Boïcon. Tout ça là est terminé. Aujourd'hui, nous avons suffisamment, il dit bien suffisamment d'eau, de l'eau potable, en quantité et en qualité disponible pour pouvoir servir les populations. Et cette phase 2, pour une linéaire de 351 km pour les 6 communes. Et sur ces 351 km, Agban-Izoum avait bénéficié de 8236 km dont l'exécution est en cours. Et le préfet l'a rappelé avec des difficultés. Difficultés parce que le bureau de contrôle et l'entreprise ne savent pas par où passer pour poser les canalisations. La bonne nouvelle du complément est applaudie par l'ensemble des conseillers communaux bénéficiaires. Mais du fait que les voies ne sont pas ouvertes, l'entreprise peine à poursuivre les travaux. À Djidja, les choses sont encore plus compliquées pour l'entreprise. Le préfet du Zou et le ministre ont appelé les maires concernés à accélérer les travaux de lotissement dans leur localité. Le plan de voirie existe. Depuis 2002, le plan de voirie de notre commune existe. Mais personne ne l'a mis en application. Il va falloir prendre ses responsabilités un jour. Et c'est ce que nous allons faire. Et si vous revenez dans la commune le vendredi prochain,
je suis sûr que toutes les voies seront déjà ouvertes. À notre arrivée, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas faites. C'était les ouvertures de voies, le lancement des lotissements. Mais avec l'accompagnement du préfet, nous avons commencé ces choses-là. Le gouvernement tient beaucoup à la satisfaction de la population en matière d'eau. Nous remercions beaucoup le président de la République. Dès maintenant, nous allons enclencher l'ouverture des voies pour que l'entreprise n'ait pas de difficultés. Des 6 communes, 3 se présentent quelque peu comme de bons élèves dans l'exécution du projet. Il s'agit de Boïkon, Abomey et Zobodomé. Nous avons eu la satisfaction de savoir de la bouche du ministre que c'est Boïkon qui est la commune bonne élève, s'agissant de l'ouverture des voies et donc de la possibilité pour la société Sogea Satom en charge des travaux de déployer ces tuyaux partout où nous avons mis à leur disposition un plan de voirie. Le ministre Samou Seydou Adambi a pu s'enquérir du niveau des travaux dans les 6 communes du plateau d'Abomey. La descente à l'usine de traitement de l'eau a permis de s'assurer de l'état des infrastructures et d'apprécier le travail des responsables et des agents. À terme, c'est la satisfaction. Nous avons pu faire le tour et je dirais que nous sommes satisfaits du niveau d'exécution aujourd'hui que nous avons constaté. En termes de consommation de délai, nous sommes à 56% et nous sommes autour de 53%. Donc si tout va bien, normalement le 31 mars, l'ensemble des communes donc, du plateau d'Abomey devrait être impacté pour un réseau dont le linéaire global se chiffre à 519 km, d'environ 520 km. Certes, il y a une demande supplémentaire qui a été adressée donc, à la SONEV. C'est en cours d'étude pour voir dans la mesure du possible, comment prendre en compte donc, cette requête venant des communes essentiellement d'Abomey et de Boïkon. Toutes les populations béninoises ont droit à l'eau potable et le gouvernement s'emploie à faire de cette exigence un défi. Et cette main tendue à la femme béninoise, de la joie et de la au cœur des femmes de Kokoumolou, dans l'arrondissement central d'Ifani. Dans cette localité a eu lieu un dépistage gratuit du cancer de col de l'utérus et du cancer du sein sur environ 200 femmes, une initiative du réseau des femmes fonctionnaires parlementaires du Bénin. Firmin Bassao nous en dit plus. Un collectif de femmes fonctionnaires parlementaires au centre de santé de Kokoumolou à Ifani. C'est dans le cadre de leurs activités de sensibilisation des femmes par rapport au dépistage du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein. Elles sont soutenues par les femmes de l'ABPF, l'association béninoise pour la promotion de la famille. Les femmes, souvent, quand elles ont des problèmes au niveau du sein, elles se cachent. Et c'est au moment où, au stade où on ne peut plus rien faire, qu'elles sortent pour venir dans les centres de santé. Mais notre objectif actuellement, c'est de dépister très tôt le cancer du sein pour qu'elle puisse être prise en charge rapidement. Un dépistage précoce des vies sauvées, ce message, les femmes de Kokoumolou semblent l'avoir compris. En témoigne leur adhésion massive à cette campagne de dépistage organisée par le réseau des femmes fonctionnaires parlementaires du Bénin. Je dois à plat comme ça, pas cadran, je fais le mouvement circulaire là. Si éventuellement il y a un nodule, je vais le sentir sur le doigt. Donc je passe cadran par cadran. Et quand je finis, je vais empaumer tout le sein, presser le bout pour voir si éventuellement je pourrais avoir un liquide pur du sang. Cette activité, selon moi, c'est très bon. Mais lorsque moi j'ai testé maintenant, j'ai vu que oui, c'est bon pour les filles et c'est une bonne chose pour les femmes. Nous avons choisi cette cible parce que les femmes rurales sont sous-informées. Elles ne sont pas au courant de la maladie, même si elles sont au courant, c'est juste partiellement, elles ne connaissent pas réellement les inconvénients de la maladie. Donc nous avons jugé bon apporter notre contribution à l'éradication de ce mal. On fera le dépistage, oui, mais le suivi, il y aura également un suivi des cas détectés. Il y aura un appui financier pour celles qui seront dépistées positives. La même activité a lieu avec les femmes de toutes catégories confondues. L'action vise à soutenir le ministère de la Santé
dans la lutte contre ce mal qui fait des ravages au sein des familles. On parle toujours santé. La Croix-Rouge béninoise a offert des dispositifs de lavage de mains au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est une aide qui va contribuer à la réduction de la propagation du coronavirus. Suivez le reportage de Précieux Akwaeronou et Edmond Humbo. Des dispositifs pour faciliter le lavage des mains dans les universités du Bénin. La Croix-Rouge béninoise s'active dans la lutte contre le coronavirus. Cette année, les propriétés des mains pour sauver des vies est plus que jamais d'actualité en ce moment où nous sommes engagés dans la lutte contre la pandémie de maladie à coronavirus. Dans son plan de riposte contre le coronavirus, la Croix-Rouge fait des collèges, lycées et universités du Bénin sa priorité. La Croix-Rouge béninoise met un accent particulier sur l'inclusion de la COVID-19 dans les collèges, lycées et universités du Bénin, ce qui permet de répondre au slogan des objectifs du développement durable 2030, ne laisser personne de côté. Ce matériel qui pourra être réparti dans les 4 universités du Bénin en fonction du besoin permettra d'accroître la promotion des mesures barrières de protection des étudiants qui représentent l'avenir de notre pays. Depuis l'apparition du coronavirus, la Croix-Rouge béninoise s'investit dans la lutte. Elle a déjà mené plusieurs actions sur le terrain. Depuis 1959, date de création de votre auguste organisme, vous et vos pairs n'avez cessé de vous battre inlassablement pour soulager la souffrance de nos concitoyens. Depuis l'avènement de la pandémie de la COVID-19 au Bénin, fidèles à votre credo, nous avons pu observer les différents appuis que vous ne cessez de manifester, et ce, de fort belle manière, pour accompagner le plan de riposte mis en place par le gouvernement de son Excellence le président Patrice Talon. Ce geste noble, bénévole, volontaire et altruiste ne peut qu'être salué. Une pensée pleine donc de reconnaissance inspirée par la générosité que vous venez de manifester à notre égard. L'hygiène des mains, un geste essentiel pour réduire la propagation du coronavirus, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique donne l'exemple. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Faites ce journal. Merci de l'avoir suivi. Estelle Pazou reprend les commandes à 23h30 pour l'édition de nuit. Mais avant, vous recevez juste après ce journal à 20h la seconde affiche des demi-finales de la Coupe CAF. Le Oroya de Conakry affronte tout à l'heure même à 20h Pyramide d'Égypte. Bonne réception chez vous. À très très bientôt.